Bonsoir Jean-François et bienvenue dans Caravansérail. Bonsoir Marjolaine. Ravi de vous recevoir ce soir. Cette chanson d'introduction, vous la connaissez probablement? Ah oui, oui, c'est sûr, ça fait un peu plus proche du ciel, un peu plus proche des étoiles, surtout ce soir avec la présence de la Lune, où ça fait transporter encore un peu plus. Parfait. Alors moi j'ai découvert en préparant cette émission que ce morceau de Gold, sorti en 1984, était en fait dédié aux boat people, à ces migrants asiatiques qui ont fui à la suite de la guerre du Vietnam et des conflits en Asie. On est donc loin des étoiles que vous recherchez, Jean-François? Un petit peu, ouais, ouais, ouais. Certains cherchaient des étoiles visiblement d'espoir et de liberté. Voilà, moi aujourd'hui, je cherche des étoiles pour mettre un peu plein les yeux et montrer les divers coins de France qu'on peut avoir avec ces super c'est super ciel. Car oui, je l'ai dit en introduction, vous êtes photographe, Jean-François, et vous spécialisez dans la prise de vue nocturne, puisque vous photographiez donc des ciels étoilés. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est voilà, je pratique la photographie de paysage nocturne. Alors concrètement, c'est quoi? C'est de photographier le paysage, alors que ce soit les montagnes, une structure physique, un lac, une fleur, etc. Enfin bref, des choses de l'extérieur, mais sous les étoiles. Alors soit sous les étoiles sans lune, donc dans la nuit noire et obscure, ou alors avec un peu de présence de lune et de travailler là-dessus en fait, un peu partout en France, là notamment dans le Piémont actuellement. Et oui, vous n'avez pas choisi n'importe quel ciel. Vous résidez dans le Queyras depuis quelques années maintenant, c'est ça, dans le département des Ouais, ça Hautes-Alpes? fait ouais voilà, c'est dans les Hautes-Alpes. Ça fait maintenant 3 ans que je vis dans le Queyras et ça fait 6 ans depuis 2017 que je viens régulièrement. Initialement pour travailler à l'Observatoire de Saint-Véran, faire des animations d'astronomie en fait liées pour le grand public. Donc voilà, l'idée concrète, c'est quoi? C'est d'accueillir du public à l'Observatoire de Saint-Véran et leur faire découvrir ce qu'on observe au télescope, que ce soit les planètes, la Lune, les galaxies, les nébuleuses, etc. Et puis maintenant, je continue dans ces branches-là, mais plutôt la photographie du ciel étoilé depuis maintenant 6 ans, voilà. Et c'est à Saint-Véran, le village que vous venez d'évoquer, c'est le plus haut village d'Europe. Ouais, voilà, tout à fait. C'est le village le plus haut d'Europe. D'ailleurs, le slogan, c'est le pays où le coq picore les étoiles. Donc c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est l'un des meilleurs ciels au monde pour la pratique de l'astronomie, notamment par sa qualité de ciel et sa transparence de ciel, chose qu'on trouve rarement autre part en France. Et donc, avec ces diverses conditions qu'on peut avoir avec le très beau ciel, le froid, le sec, etc. Ben voilà, on a un super ciel au plus haut village d'Europe. Oui, il paraît qu'on y trouve aussi l'un des ciels les plus purs d'Europe, l'un des moins pollués, en tout cas en termes de pollution lumineuse. Oui, ouais, ouais, parce qu'il y a, voilà, il y a très peu d'habitants. Il faut savoir que sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes, on compte moins d'habitants que sur un arrondissement parisien. Donc voilà, vous imaginez, déjà il y a voilà, peu d'habitants, donc peu de rues et donc peu d'éclairage public, ce qui fait que voilà, le ciel retrouve son état normal et naturel, c'est-à-dire un ciel noir à l'œil nu, quoi, sans du moins avec très peu de pollution lumineuse. Et à combien de mètres d'altitude nous trouvons-nous quand nous sommes à Saint-Véran? Ouais, Saint-Véran, c'est 2000 mètres d'altitude. Alors on entend parler de l'observatoire de Saint-Véran. L'observatoire de Saint-Véran, il est 1000 mètres plus haut. Hein. Il n'est pas à Saint-Véran même. Donc pour s'y rendre, il y a une petite trotte à pied pour l'été. Il y a voilà 10 kilomètres de marche avec 1000 mètres de dénivelé positif. Alors c'est chose possible aussi pour l'hiver. Voilà, mais à ski de rando ou raquette, faut compter un peu plus de temps. Compter en moyenne 6 heures de montée. Donc attention à ce piège-là, hein. C'est pas tout de suite en arrivant voilà, que l'observatoire est au village. Eh oui, ça se mérite de pouvoir observer les étoiles. Et vous alors, Jean-François, comment avez-vous découvert ce territoire du Queyras, car vous êtes originaire de région parisienne? Oui, voilà, je viens de Rambouillet en Île-de-France, dans le sud-ouest de l'Île-de-France. Alors comment j'ai connu ce territoire? Alors ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que j'y ai mis les pieds, c'était quand j'avais 15 ans. J'avais fait une colonie d'astronomie en fait par le biais de Planète Science.
Et donc en fait ça s'est fait à Moline-en-Queyras, donc juste à côté de Saint-Véran. C'est la première fois que j'avais mis les pieds là-bas, mais bon, j'avais pas trop, c'était extraordinaire comme expérience, mais j'avais pas trop percuté du lieu en fait. Je savais même pas qu'il y a un observatoire voilà là-bas quand j'avais 15 ans. Et en fait ce qui s'est passé, alors initialement j'ai fait une formation en STEPS pour être prof de PS, donc à Orsay en Île-de-France. Et l'été 2017, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à l'observatoire pour faire justement faire les animations scientifiques à l'observatoire, par le biais d'un ami dans lequel on était tous les deux inscrits dans un club d'astronomie qui s'appelle Albireo 78 et qui lui connaît bien les responsables des observatoires, dont l'ancien, celui de l'observatoire de Saint-Véran. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds concrètement là-haut dans le territoire et notamment l'observatoire. Donc j'ai renouvelé cette expérience. Et ben chaque été, 2017, 2018, 2019, 2020, et chaque fois en allongeant la saison pour faire les animations. Et à chaque fois, je revenais en Île-de-France pour continuer les études. Bon, aujourd'hui, voilà, je fais complètement autre chose, mais voilà, c'est comme ça que j'ai pu venir premièrement pour la fois dans le Queyras. Et est-ce que vous avez quand même terminé vos études ou est-ce que vous êtes consacré entièrement à la photographie après ces expériences estivales dans le Queyras? J'ai essayé de finir les études, mais en fait non. En fait, j'ai juste passé ma licence en éducation en motricité en STAPS, et après j'avais tenté 2 fois le concours du CAPES, donc pour être prof de PS. Et puis en fait non, c'était deux échecs. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que pendant ces années-là d'études, je me posais des questions un peu objectives, me dire bon, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que ça me tient à cœur, est-ce que je le sais pas parce que on m'a dit qu'il fallait avoir un boulot, de l'argent, etc. Et puis il y a une question que je m'étais posée, c'était la suivante, c'était une réflexion plutôt, où je m'étais dit bon ok, on va à l'école à 6 ans, 18 ans on va au bac, on va au bac, on a le bac, après on va à l'études supérieures, donc je retourne à l'école pour me faire former par des profs de PS. Tout ça pour non pas être prof de PS, mais pour réussir son concours de prof. Et donc en fait je me suis dit en fait toute ta vie tu vas te retrouver à l'école, dans un cursus scolaire, sans avoir vécu autre chose de ta vie, et je vais me permettre d'enseigner des choses à des enfants, la vie, etc., alors que j'ai pas vécu autre chose que le cursus scolaire. Et là je me suis dit il y a quand même une arnaque dans le système, et j'étais pas trop à l'aise avec ça, même si, et pourtant j'aime beaucoup partager. Donc voilà, c'est un peu pourquoi j'ai pas fini les études. C'est une réflexion intéressante sur le métier d'enseignant. Ce sera un autre sujet, mais j'aime beaucoup. D'où vous est venue cette passion pour l'astronomie ? Alors l'astronomie, de mémoire, c'était quand j'avais 7-8 ans, quand j'étais parti en vacances avec mes parents dans les Pyrénées du côté de Foix, en Ariège. Dans un village vacances, il y avait un monsieur qui faisait des soirées d'astronomie, qui amenait le télescope pour observer. Et je pense que c'est comme ça que je suis tombé dedans, dans l'astronomie. Et puis je me suis vraiment intéressé, où j'avais les petits almanachs, les petits magazines pour repérer les constellations, les planètes, etc. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'astronomie et à continuer même en Île-de-France. Ah oui. Alors pourtant, on pourrait dire que le ciel d'Île-de-France doit pas être un des plus sombres qui existe en France. L'Île-de-France c'est un des plus pollués avec Paris, qui va éclairer avec la pollution lumineuse, qui va faire un effet un halo lumineux au-dessus, au-dessus de nos têtes en fait, qui va orangir le ciel et qui va complètement masquer la présence des étoiles. Donc ça on s'en rend compte dès qu'on essaie de sortir un petit peu des villes, en fait, au loin, on voit vraiment le halo lumineux au-dessus des villes, et que ça éclaire le ciel, et du coup, ce qui fait que qu'en ville, on peut voir entre 0 et 50 étoiles, alors que sous un ciel comme celui du Queyras, l'œil nu, on peut voir jusqu'à 3000, 3500 étoiles, en fait. Ah oui, on y reviendra sur cette pollution lumineuse qui nous prive de voir de beaux ciels. En quoi consiste votre métier de photographe céleste, Jean-François ? Comment se passent les prises de vue ?
Alors les prises de vue, alors c'est assez complexe parce qu'il y a voilà, il y a pas mal de conditions à prendre en considération. Il y a déjà la météo, il faut qu'il fasse à peu près beau pour pouvoir sortir. Étant donné que je suis dans un espace montagneux, il y a les conditions d'accès, les risques d'avalanche pour l'hiver aussi qui sont à prendre en considération par rapport aux chutes de neige. Euh, donc ça c'est une première chose. Il y a la connaissance du ciel étoilé parce qu'en fonction de la saison, de l'heure, de la date, etc., la position des astres ne sera pas la même. Il y a des étoiles en ce moment qu'on observe, même des constellations qu'on observe en ce moment en hiver, qu'on ne verra pas pendant l'été inversement. Donc voilà, il y a ces choses-là à prendre en considération. Le calendrier lunaire, il me semble que voilà, je l'ai déjà dit, mais à prendre en considération aussi parce que la Lune va émettre plus ou moins de lumière dans le ciel, donc ça va jouer un effet naturel de pollution lumineuse aussi. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que je vais prendre en considération. Et surtout le sujet en fait, un projet. Hein. Par exemple, si je veux photographier un refuge, ben voilà, je connais l'endroit, je connais le refuge, je connais l'orientation, etc. Puis je me dis bah voilà, à quel moment de l'année finalement ça serait le mieux pour le mettre en avant. Est-ce qu'il me faut une voie lactée toute droite, plutôt sous forme d'arche? Est-ce qu'il me faut de la lune, etc. Donc c'est tout ça que je vais voir en amont pour préparer voilà les photos, et une fois sur place, et ben je vais faire le nécessaire pour bien installer l'appareil photo, bien faire les réglages, la mise au point, etc. Être sûr de pas rater sa prise de vue, parce que certaines photos, je peux les réaliser seulement 2 ou 3 fois dans l'année pour vraiment avoir tous les astres qui concordent bien par rapport au projet que je voulais faire. Oui, c'est vraiment une grosse préparation. Vous faites, est-ce que vous savez en moyenne combien vous faites de sorties par an? Alors, j'avais compté pour l'année 2021. 2021, j'avais cumulé 550 km de randonnée juste dans le Cara pour faire les photos, les sorties. Alors, ça, c'est sans compter le dénivelé, hein, c'est pas sur du plat. J'ai plus en tête le dénivelé. En moyenne, c'est des pentes moyennes de 15%. Donc voilà, j'ai fait 550 km. Je sais pas combien de sorties j'avais fait exactement. Je m'étais bien donné cette année-là. L'an passé, j'en ai fait un peu moins, parce que je pense qu'on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais parce que voilà, j'ai ouvert ma galerie de photos Oui, qui on prend en pas reparlera mal de temps. évidemment. Voilà, donc voilà, à peu près un peu plus de 500 km par an. C'est pas mal, vous devez avoir de bonnes jambes. Et est-ce que vous avez un matériel spécifique pour prendre vos clichés, ou est-ce que vous avez un appareil pour la nuit? Est-ce que vous utilisez, je suppose, un trépied pour ne pas bouger? Alors oui, effectivement, j'utilise un trépied pour bien être stable, parce qu'on va travailler sur des temps d'exposition qui vont être longs pour la lumière, donc il faut être très stable. Après, alors oui, j'ai du matériel un peu spécifique pour cette branche-là. Après, ce n'est pas une nécessité pour faire les prises de vue de nuit. On peut même en faire au smartphone. C'est ce que je dis souvent à mes élèves quand je fais les stages photo. Là, en l'occurrence, la petite différence que j'ai avec mon matériel, c'est que j'ai deux de mes appareils qui sont défiltrés, en fait, où on va retirer un filtre en particulier, le filtre infrarouge, donc qui bloque la plupart des infrarouges, qui fait que en fait, si on n'a pas ce filtre-là, même sur nos smartphones, la plupart de nos photos seraient rouges. En fait, il y aurait une dominante rouge parce que les capteurs d'appareils photo, même de ceux des smartphones, vont capter une partie des infrarouges, en fait, chose que l'œil humain ne voit pas, en fait. Et là, ce qui fait pourquoi on va retirer ce filtre infrarouge, c'est parce que dans le ciel, au-dessus de notre tête, il y a plein de zones d'hydrogène, plein de zones de nébuleuses, qui émettent en fait l'émission dans l'infrarouge. Et en fait, les appareils photo sont un petit peu plus sensibles aux infrarouges que les yeux, donc ce qui fait que nous on voit des couleurs dans le ciel que l'œil ne voit pas, parce que l'œil n'a pas ces récepteurs-là tout simplement en fait. Donc en fait, c'est ça qui est une petite spécialité de l'appareil, c'est que en fait on retire un filtre pour avoir de plus
de ces couleurs-là, de ces longueurs d'onde qu'on a dans au-dessus de notre tête en fait. Donc après on se retrouve avec des zones un peu rouges, un peu roses dans le ciel, et souvent on se dit c'est quoi, c'est du montage, c'est du faux. Non, c'est du vrai, c'est que l'œil n'est pas capable de le percevoir. Donc ça c'est pour l'appareil photo, et pour l'objectif photo, j'utilise un objectif qu'on va qualifier de grand angle pour assez de champ pour avoir un peu de sol et du ciel en même temps. Alors je vais vous demander peut-être un exercice difficile parce que j'ai eu l'opportunité de voir vos photos. C'est difficilement descriptible peut-être en ce qui me concerne. Est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de carte postale, Jean-François, nous décrire une photo, à quoi elle peut ressembler au niveau des couleurs, au niveau du paysage, de l'ambiance? Alors c'est globalement ce sont des scènes un peu rêveurs, un peu féeriques ou un peu hors du temps sur ces photos-là, dans le sens où quand on les je trouve quand on les regarde, surtout sur un vrai tirage physique, voilà, on arrive facilement un peu à se déconnecter, à mettre le cerveau de côté, et sur les photos, alors ça va dépendre de la lumière que je vais avoir, si j'ai de la lune ou pas. Globalement si je fais mes prises de vue l'hiver, je vais avoir une scène avec pas mal de neige, avec pas mal de montagnes enneigées, et au-dessus j'aurai un ciel qui aura une dominante plutôt noire, peut-être un petit peu violette en fonction du ciel que je vais avoir. Je vais retrouver des zones un petit peu rouges dans le ciel pour justement les zones d'hydrogène de nébuleuses. Pour l'été, je vais plutôt avoir des scènes un peu plus rocailleuses. Parce que il y a un peu moins de neige, et que là-bas c'est assez sec. Donc voilà, c'est vraiment ces mélanges-là que je vais obtenir. Voilà, de temps en temps, je vais avoir des petites buttes de neige ou de terre, et je vais réussir à jouer avec le ciel étoilé derrière pour certaines photos. D'autres photos, on va être vraiment sur une vue panoramique, donc c'est une vue avec une vue de 180 degrés de champ, donc c'est aussi large que la vision humaine. C'est quelque chose de très large, avec un beau panorama, soit avec un beau paysage de montagne, un peu ou un refuge, etc., avec la Voie lactée la plupart du temps sous forme d'arche en fait. Donc là, vous nous décrivez des objets inertes, on va dire. Est-ce que vous avez déjà croisé des animaux nocturnes? Je ne sais pas, peut-être des loups, des oiseaux qui ne sortiraient que la nuit? Alors j'ai déjà croisé des chevreuils, des renards, des loups. Alors j'en ai croisé de loin. Ouais, j'en ai déjà croisé deux fois. Je réfléchis encore. Alors les chamois aussi, mais de loin. Et puis je crois que c'est à peu près tout, parce que ça dort pas mal la nuit, hormis les cervidés puis les renards. Les oiseaux, alors non, comme il n'y a pas la plupart du temps où je photographie, il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc les chouettes et hiboux, je ne croise pas, voire du moins c'est pas tellement discret de toute façon que je pense que même c'est compliqué de croiser, mais voilà, la plupart du temps ce sont ces animaux-là que je croise. Et est-ce que vous avez réussi à les photographier, à les garder en mémoire? Alors j'ai souvenir, souvent c'est le bruit en fait que ça fait souvent un petit cri, un petit bruit. C'est souvent ça moi qui me marque dans l'esprit. Après, d'un point de vue photographique, j'ai déjà pu photographier des chamois et bouquetins, des écureuils aussi, mais il y a quelques années maintenant, et puis c'est des photos photos de jour de nuit, ça reste encore compliqué. Oui, vous n'avez pas toujours photographié, alors j'allais dire les étoiles, mais non, vous n'avez pas toujours photographié des paysages nocturnes, vous avez également œuvré de jour? Oui, alors en fait, j'avais déjà commencé par la photo je dirais de jour avec l'appareil photo, comme j'habitais du coin de Rambouillet, je me baladais pas mal en forêt pour les animaux, la forêt, les couchers de soleil, les orages, les éclairs aussi, donc j'avais commencé pas mal là-dessus. Et à l'époque, je faisais pas trop de paysages nocturnes, voilà, parce que voilà, avec le ciel très pollué, voilà, il y en a pas trop de ciel. Et puis c'est vraiment en venant dans le Cara
depuis 2017 que je me suis vraiment consacré à ça. C'est vraiment dans la branche de la photographie, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. C'est vraiment le paysage nocturne. Donc depuis 6 ans, je peux pleinement exercer. Donc votre sujet de photographie de référence, on va dire, c'est ça, c'est ces paysages inertes, inanimés de nuit. Voilà. Pour l'instant, ce sont principalement ces moments-là. Alors inanimés, alors c'est à la fois vrai et à la fois faux parce que il y a des photos où ça se joue vraiment à 5 ou 10 minutes près pour vraiment avoir la lune à la bonne position juste avant qu'elle se couche. Donc on est vraiment sur des scènes où il faut pas se louper à 5 ou 10 minutes près. Donc à la fois je photographiais le ciel effectivement qui bouge pas, mais d'un autre côté je vais attendre le mouvement de la lune qui se couche pour vraiment choper la bonne lumière. Alors, j'aimerais revenir sur cette lune qui fait partie des photographiés. Si j'ai bien compris, la NASA a choisi un de vos clichés lunaires comme photo du jour. Leur photo du jour, comment ça s'est passé ? Alors oui, effectivement. Alors il y en a même eu 2 l'an passé. Donc c'est plutôt cool. Alors en fait, dans ces cas-là, alors pour les photos, en fait, n'importe qui peut envoyer ses photos à la NASA pour éventuellement qu'elle soit élue image du jour. Alors faut savoir que quand la NASA élit une image du jour, donc c'est d'un point de vue sur un plan international et c'est pour nous c'est le Graal quand on a cette mention-là. Donc on est très content d'avoir ces mentions-là. J'en doute pas du tout. Et alors donc c'est vous qui les avez contactés, ils vous ont choisi et qu'est-ce que vous avez donné votre accord pour qu'elle soit publiée? Comment ça se déroule ensuite? Alors ensuite, il demande quelques informations techniques sur la photo pour concrètement savoir comment la photo s'est faite. Si jamais ça leur manque, les informations leur manquent. Et puis parce que chaque jour ils reçoivent des milliers d'emails pour espérer être élu image du jour. Et donc ensuite ils nous disent votre photo va pouvoir être publiée tel jour. Ils nous donnent la date pour qu'ensuite on puisse partager tout cela en fait. Donc vous avez été choisi parmi des milliers de personnes et votre photo n'est visible qu'une seule journée sur le site de la NASA? Alors ensuite, la photo reste sur le site et en fait, elle reste tout le temps. En fait, après c'est archivé. Et alors, le site sur lequel sont publiées les photos, en fait, on peut remonter jusqu'au la première publication. Il me semble que de mémoire, c'est 1997 ou 1998. Donc le site, en fait, il date de cette période-là et on voit d'ailleurs sur le design, il n'a pas forcément beaucoup évolué. En fait, chaque photo est répertoriée et archivée. C'est passionnant. Je vous propose d'écouter votre premier choix musical, Jean-François. Eh bien, nous parlions de NASA, nous allons aux États-Unis. C'est parti. Where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write.
Vous êtes toujours à l'écoute de Croc Radio 89.5 FM à Vienne et ses alentours. Jean-François, c'était donc votre premier choix musical. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson ? C'est un peu des styles uniques comme les Beatles ou les Pink Floyd. À chaque fois, c'est quand même un style unique. Et puis c'est toujours hyper entraînant. Moi, ça me donne la patate et on s'en lasse pas. Enfin, je trouve on s'en lasse pas. Puis même, c'est les années 60 peut-être, donc ça fait 50-60 ans, même après tant d'années. Mais je trouve que c'est toujours aussi péchu, toujours cool. C'est vrai que ça donne envie de danser. Alors, est-ce que c'est vous le Johnny B. Goode de la chanson, mais à la place du talent pour la guitare, vous l'avez pour l'appareil photo ? Ouais, on peut dire ça. Ouais. On a écouté de la musique, des guitares, une voix qui chante. Rien à voir avec ce que vous retrouvez, vous, lors de vos excursions nocturnes dans la montagne ? Ah oui, complètement. On peut dire que c'est des ambiances différentes. Alors après, quand je suis seul en montagne, je fais ma petite playlist de musique pour m'aider à me sentir un peu moins seul, et notamment avec Chuck Berry pour bouger un peu, avoir un peu moins froid aussi, parce que les conditions, des fois je sors, il fait jusqu'à moins 20 degrés, donc en statique ça fait un peu frais. Donc merci Chuck Berry d'avoir fait tout ça pour que je puisse me réchauffer un petit peu. Ouais. C'est marrant parce que j'allais vous demander justement qu'est-ce que ce silence de la montagne vous apportait, mais bon, finalement vous choisissez de ne pas rester dans le silence. Alors si, ça de plus en plus. Ça va dépendre des moments en fait. Il y a des moments où je suis un peu plus sensible, et donc j'ai un peu plus de mal à gérer certaines émotions qui peuvent venir. Il y a des fois, en fait, souvent quand je sors, il y a deux émotions qui viennent. À chaque fois, l'émerveillement d'être dans un endroit où on sent vraiment extraordinaire. Il y a un silence, mais un silence qu'on verra très rarement. En fait, il y a pas un seul bruit de fond, il n'y a pas un bruit de cascade, il n'y a pas un bruit de gazinière, il n'y a pas un bruit d'avion. Il n'y a vraiment rien. C'est assez extraordinaire. Donc je profite pleinement de cet instant-là, je suis vraiment pleinement présent dans ce moment-là. Mais à la fois, je me sens angoissé parce que je suis seul en fait en pleine montagne, sur la neige, il fait froid, et que s'il arrive quoi que ce soit, c'est un peu plus compliqué pour secourir éventuellement. Et dès que je marche avec les petits bandeaux ou les raquettes, j'ai l'impression que je fais un bruit monstrueux. Donc on se dit je vais peut-être me faire on imagine plein de choses, alors quelque chose qui n'existe pas, mais l'imagination va faire que des fois, même surtout quand je marche, j'aime bien mettre un peu de musique, ça me rassure. Ce que là me rassure, ça me permet vraiment de gérer le côté objectif. Il faut faire la photo, et puis à la fois de gérer le côté subjectif où moi je ressens de la peur, je ressens de l'angoisse, mais c'est pas que ces choses-là me prennent le dessus pour m'empêcher de faire le projet que j'ai en tête en fait. Oui, ça vous permet de vous concentrer sur autre chose, parce que c'est vrai que la solitude, l'obscurité, vous sortez complètement de votre zone de confort, la zone de confort de l'être humain en général qui est habitué au bruit, comme vous disiez, on a tout le temps du bruit autour de nous. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a toujours l'habitude d'avoir un fond de bruit en fait. Et moi, alors, c'est marrant que je m'en suis vraiment rendu compte. La première fois que je suis monté à l'observatoire, donc en 2017, quand on arrive là-haut, littéralement il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas un bruit de fond de route, comme je disais, d'avion, de chaudière, de gazinière, de ce qu'on veut. Il n'y a vraiment rien. Moi j'entends mes oreilles siffler, en fait, j'entends mes acouphènes et c'est assez bizarre de passer de ça alors que ça faisait une vingtaine d'années. J'ai toujours vécu en Île-de-France, donc il y a toujours un peu de bruit, même si on a des endroits très calmes. En fait, il y a toujours un petit bruit de fond en fait qu'on retrouve pas là-haut. Donc c'est une adaptation qui est un peu délicate en fait. Donc un peu comme quand on passe d'un environnement où il y a beaucoup de stimuli, en fait, on est toujours en train de faire des choses. Et en fait, quand je suis arrivé en montagne, par exemple, je me suis retrouvé à des moments où en fait j'avais rien à faire, mais vraiment, et je me sentais pas bien. Je me suis dit je fais rien, c'est pas normal. Et en fait, j'ai appris à apprendre à rien faire en fait, entre guillemets rien faire.
Et donc c'est assez difficile qu'on sent le corps qui veut faire des choses en disant mais là faut être productif, et en fait être productif pourquoi, pour quelle raison, enfin voilà, faudrait faire d'autres débats, mais d'où la question du bruit, du silence en fait, qui je trouve se marie très bien avec le faire les choses et le prendre du temps pour soi et entre guillemets rien faire. Et puis c'est, comme vous disiez, c'est pas si simple. Donc, mais je trouve que finalement, écouter le silence, c'est quand même déjà faire quelque chose, réussir à se concentrer sur ce silence. Voilà, ouais. Et alors, comment se passe le retour, j'allais dire en ville, mais non, mais comment se passe le retour dans la vallée? Comment se passe le retour à la civilisation après ces nuits de silence? Et alors après la civilisation, bon, on Oui, est dans le Carin, donc on est dans le Carin. On est dans le Carin quand même, tu vois. Bon, non, par contre, là, on sent, j'ai senti une différence, parce que c'était au début, quand j'arrivais, juste redescendre à Guief, donc c'est à 20 kilomètres en bas, c'est un village, je sais pas combien, il y a 3 ou 4 000 habitants peut-être. Bah, rien que ça, déjà, c'est assez bizarre, on sent qu'il y a du mouvement, alors que c'est un village, quoi. Après la deuxième étape, ça a été quand encore la semaine dernière, j'étais sur Paris. Ce qui est super intéressant, c'est que je me sens extérieur à ce qui se passe en fait. Je vois le mouvement, je vois le mouvement des voitures, des gens, les panneaux publicitaires, les métros, etc. En fait, je suis là en tant que spectateur, je me sens plus concerné en fait. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est plaisant en fait. Hein. C'est assez plaisant. Alors on sent que si on reste un peu trop longtemps, le mouvement, les stimuli, etc. vont me rattraper et puis voilà, ce côté où on se sent extérieur passe en fait. C'est plus compliqué de s'en détacher. Donc c'est une sorte de retour aux sources, de purification, de vous retrouver dans ces étoiles, dans ce ciel, dans ce silence. Ah oui, complètement, ouais. C'est des moments, enfin, des endroits où je me sens à ma place, même si, comme je disais, c'est bizarre, mais pourtant je me sens angoissé quand j'y vais. Je sais quand j'y vais, je vais avoir froid, je passe des nuits à la belle étoile, il fait -10, -15 degrés, ça. Mais j'aime bien ce côté où je sais qu'il y a très peu de gens dans leur vie qui vont pouvoir vivre ça. Je me dis c'est cool de pouvoir le faire, de pouvoir partager tout ça et leur raconter derrière un peu ce qu'on peut ressentir en fait. Vraiment, l'idée c'est vraiment de ne pas photographier les étoiles pour photographier les étoiles, mais partager un peu les ressentis, les émotions, les sensations que ça peut faire en fait d'être dans ces conditions. Et alors, qui dit nuit à la belle étoile dit, je suppose, de magnifique, merveilleux, et les adjectifs doivent manquer, lever de soleil? Alors, ça dépend. L'été, oui, ça peut se faire. L'hiver, j'avoue que une fois la session terminée, quand il commence à faire jour, je redescends parce que déjà, en fait, on dort pas. Enfin, moi, je dors très peu dans ces cas-là parce que quand je vais faire les nuits à la belle étoile, c'est pour aller faire quelques photos parce que j'ai des projets en tête. Et en fait, avec le froid, il y a un moment où c'est long aussi. Ça tape un peu sur le cerveau. En fait, dès qu'il commence à faire jour, je redescends parce que je prends mon petit thé chaud devant la cheminée et puis récupérer un peu. Vous remettre de vos émotions. Pour en revenir aux étoiles, est-ce que vous avez vos petites chouchoutes, vos constellations préférées? Oui, alors c'est assez classique, je dirais. Moi, c'est la constellation d'Orion. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Certainement parce qu'il y a plein de choses à observer, que ce soit juste à photographier avec un petit appareil photo ou juste observer au télescope. C'est rempli de magie. Il y a plein d'amas d'étoiles, des nébuleuses diffuses. C'est une constellation qu'on voit en ce moment en plus, donc c'est trop cool. Il y a il y a 2 petites étoiles en plus, une rouge et une bleue, donc un peu une constellation un peu colorée. Donc je pense que c'est celle-là qui me plaît le plus. Mais en plus ici l'appareil l'hiver, donc moi je préfère le froid au chaud, donc ça se marie bien. Alors, vous dites qu'on la voit en ce moment, est-ce qu'on peut la voir à l'œil nu? Alors oui, c'est une constellation qu'on voit à l'œil nu, qui est grande. Hein. Là en ce moment à cette heure-ci,
Elle est plein sud, voire un tout petit peu sud-ouest. Et puis c'est assez rigolo parce qu'il y a ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. En fait, c'est 3 étoiles qui sont alignées de façon un peu oblique. Et là, on est au milieu de la constellation, en fait. Donc, si on va jeter nos yeux un peu en dessous de la ceinture, on voit 2 étoiles qui brillent beaucoup, 2 au-dessus. En fait, c'est les étoiles qui brillent le plus. On a grosso modo la constellation d'Orion là, plein sud. Alors je ne sais pas si là où je me trouve actuellement à Vienne, je pourrais la voir. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit en début d'émission et que je trouvais important. Alors j'ai lu que 60% de la population européenne n'apercevrait jamais la Voie lactée et que dans les métropoles, on ne discernerait qu'une dizaine d'étoiles sur donc les 2000, un peu plus de 2000 visibles à l'œil nu. Oui, c'est ça, complètement, ouais. Avec justement la pollution lumineuse est généralement en ville, alors que ce soit à Paris, Lyon, Toulouse, même le bord de mer. En fait, en plus de la présence de la pollution lumineuse, on a un air relativement humide et cette humidité-là, en fait, va accentuer l'effet d'halo, en fait, de halo au-dessus des villes. Donc, ça va vraiment brouiller, ça va complètement brouiller le ciel, en fait. Donc, le ciel noir, il n'existe pas. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'était l'ancien responsable de l'Observatoire de Saint-Véran qui s'appelle Dominique Ménel, qui me racontait qu'un jour il faisait une animation d'astronomie en Île-de-France avec des enfants et des enfants pour lesquels c'était la première fois qu'ils voyaient les étoiles à l'œil nu. Pourtant on n'en voit pas beaucoup. Il y en a un parmi eux qui demande si c'est vrai en fait, quand il est au-dessus de la tête, est-ce que c'est vrai à quel point, c'est vraiment ça m'a marqué, je trouve ça quand même. Il n'avait jamais vu d'étoiles du tout. Il n'a jamais vu d'étoiles. Alors, il y a le fait aussi que tout dépend de l'environnement, des terres, si on lève les yeux au ciel, mais juste se dire, est-ce que c'est vrai? Parce que l'enfant, en l'occurrence, n'avait jamais vu les étoiles, en fait. Oui. Alors, quand je disais que j'avais lu cette information, je dois préciser que c'est dans le hors-série de Géo, paru cet hiver, dans lequel on vous retrouve, Jean-François. Oui, c'est vrai qu'on avait fait un petit article, un reportage sur l'observatoire de Saint-Véran. Effectivement, il y a quelques-unes de mes photos qui illustrent l'article, d'ailleurs qui est très bien écrit. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Pourtant, il y en a eu des articles sur l'observatoire. Je trouve que celui-là est particulièrement bien écrit. Donc, je confirme. Avec un chouette vocabulaire varié, oui, c'est très plaisant à lire. Alors, la NASA, Géo, une autre revue finlandaise, si je ne me trompe pas. Oui, aussi, oui. Ouais. On a travaillé deux fois ensemble aussi, et l'an passé aussi. Vous commencez à être connu. Ouais, dans certains domaines, dans certaines branches, ouais. En tout cas, je ne connais pas les revues finlandaises et peut-être que pour nous, Français, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, la NASA, Géo, ça nous parle. Alors peut-être que cet intérêt des autres pour vos travaux vous permettra d'aller photographier d'autres cieux. J'ai toujours entendu dire que le désert d'Atacama au Chili avait lui aussi l'un des ciels les plus purs au monde. Alors ça doit changer d'univers, mais aussi de température, puisque vous aimez plus le froid, alors que là on est sur un des points les plus chauds et arides du globe. Enfin, ça peut être joli. Alors ça peut être, c'est magnifique, juste avoir les photos. Alors je ne suis jamais encore allé. Alors le désert d'Atacama est quand même assez haut. L'observatoire il monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude, je crois, donc il fait froid, il fait frais, il fait très sec aussi. Donc, je crois même qu'il y a il faut passer pendant une espèce de passe, du moins se faire examiner par un médecin qui autorise ou pas, qu'on a le droit de monter là-haut, parce qu'on a vraiment des conditions particulières. Effectivement, on a, en plus d'avoir plus de 300 nuits complètes par an, il y a un ciel en fait qui est très stable, on appelle la turbulence atmosphérique qui est absente, en l'occurrence qui est assez absente et qui permet d'avoir vraiment des détails en fait sur les télescopes. Et d'ailleurs l'observatoire de Saint-Véran bénéficie ça arrive d'une certaine nuit en hiver d'avoir la même qualité de ciel, la même transparence de ciel justement que le désert d'Atacama au Chili. Donc le désert d'Atacama, au niveau du ciel, vous confirmez que le ciel du désert d'Atacama est plus pur entre guillemets que celui du Kera? On y voit plus d'étoiles?
Ouais, on voit. Alors, je sais pas si on voit plus d'étoiles. Je suis pas allé pour le dire. L'avantage, c'est que, alors, c'est vraiment encore plus dépourvu de pollution lumineuse, donc on a un ciel encore plus noir que ce qu'on peut avoir dans le Queyras, et l'orientation en fait de la Voie lactée fait que ça va nous illuminer un peu plus en fait. Parce qu'en fait, au-dessus de notre tête, à certaines périodes de l'année, on va avoir le cœur de notre galaxie, donc la Voie lactée, qui est vraiment au-dessus de notre tête en fait. Donc ça va vraiment, on a l'impression qu'on va être éclairé par les étoiles. En fait, on peut même voir dans certains moments, quand on a des étoiles assez grosses ou voir Vénus, en fait, on peut voir notre ombre qui est projetée par terre juste avec l'éclat de la planète Vénus ou des étoiles. En fait. Donc c'est assez marquant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, je vous le conseille. Oui, j'aimerais bien. Alors, vous aviez fait une photo, je me souviens plus exactement, c'est un projet avec un ami à vous. Vous avez mêlé vos deux photos. Et alors, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, cette personne était justement dans le désert d'Atacama? C'est possible ou Oui, je c'est fabule? ça. Oui, il était l'observatoire de Hocktech qui est situé dans le désert de Takama. Et effectivement, on avait fait une photo en commun, en fait, parce que l'idée c'était de photographier nos observateurs respectifs. Donc lui, une partie de l'observatoire de Hocktech et moi l'observateur de Saint-Véran, avec notre ciel respectif, parce que entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh ben, on ne voit pas les mêmes étoiles, les mêmes constellations. Alors, il se trouve qu'on a en l'occurrence des constellations en commun, comme la constellation d'Orion, dont j'ai situé tout à l'heure, qui fait que là, actuellement, aujourd'hui, on voit la constellation d'Orion plein sud, donc pas très très haut au-dessus de l'horizon. Et si on va au désert d'Atacama, là, en pleine nuit à ce moment-là aussi, mais en fait, Orion va être beaucoup plus haut dans le ciel, voire va commencer à être un petit peu au nord, parce que avec la rondeur de la Terre, en fait, on a la position des étoiles qui va pas être la même. Donc en fait, on a réussi à combiner nos deux photos, justement, avec cette zone en commun, qui est au niveau de la constellation d'Orion. Et c'est assez impressionnant. Je vous propose d'écouter votre deuxième choix musical, Jean-François, et nous nous retrouvons tout de suite.
Sur Croc Radio, c'était votre deuxième choix musical, Jean-François. Est-ce que c'est aussi un titre que vous écoutez lors de vos excursions nocturnes et montagnardes? Ah oui, presque obligatoire à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors, alors, d'un point de vue, aujourd'hui, en 2023, si je ne m'abuse, C'est ça. le fait de réécouter, de voir un peu les clips que ce soit Bonnet, William Long, on se dit, voilà, il y a eu une époque où, voilà, les choses étaient ainsi, la musique était ainsi, et que, voilà, les gens étaient sérieux, en fait, ils se prenaient, ils sont pas au sérieux. Aujourd'hui, quand on regarde ça, moi, ça me fait marrer, on se dit, mais waouh, il y a des gens quand même qui croyaient vraiment en leur rêve, en ce qui leur fait, ce qui a fait vibrer, donc la musique en l'occurrence pour cela. Et je dis, voilà, ils ont quand même osé, ils ont fait ce qu'il fallait. Et quand on regarde aujourd'hui, je dis, ouais, mais c'est hyper ringard, mais j'adore ça en fait. Oui, et puis c'est entraînant. Et, et à la fois, ça ambiance toutes les générations. Pour moi, toutes les générations. Pourtant, ça fait maintenant j'ai toujours du mal à écouter avec les musiques de ce qui passe généralement à la radio. Je me dis, en fait, non, j'ai l'impression d'écouter la même chose qu'il y a 5 ans ou que l'autre artiste, etc. Et je trouve aujourd'hui, du moins, ce que j'entends à la radio, ça manque peut-être d'originalité. Alors, c'est sûr, je vais pas la chercher non plus hyper loin pour trouver d'autres artistes. Mais voilà. Et puis quand je redescends la nuit, ça me permet de chanter, ça me permet de danser un petit peu et de me réchauffer avec de l'émoi. Jean-François, vos clichés sont observables dans votre galerie à Château-Queyras, vous en parliez tout à l'heure. Sous quel format se présentent-ils? Alors ce sont il y a tout type de format, de taille, ça va du format A4, donc une feuille de papier, jusqu'à un format, on peut on va tirer les photos à 1,50 m de longueur, voire 2 mètres en longueur, et les photos sont tirées sur une plaque d'aluminium en fait sur un Ludibond qui permet d'avoir une photo avec beaucoup plus de volume que sur un papier photo standard ou un papier photo art. Et cette finition-là permet de ne pas avoir de reflet en fait sur la photo. Donc ça c'est quand même super intéressant quand on veut décorer une pièce, une chambre avec une belle photo, de ne pas avoir de reflet pour vraiment l'apprécier pleinement, c'est quand même super. Et c'est une finition qui ne craint pas les UV ni la pluie ni l'eau en fait. Donc c'est les couleurs restent sur le temps en fait. Ça va pas bouillir, ça va pas jaunir avec la présence des ultraviolets. Donc voilà un peu globalement c'est comment sont faites ces photos. Et vous vendez dans cette galerie, vous avez également des cartes postales, vous avez des plus petits formats, on peut partir avec un tout petit souvenir de chez vous. Oui, il y a des petites cartes postales, il y a des photos en tirage papier qui sont fabriquées à Kiev, dans les Alpes. Voilà, avec un petit packaging sympa pour l'idée de ce produit-là, c'est de pouvoir de prendre le produit, de soit se l'offrir et d'encadrer la photo, ou alors pas directement l'offrir à quelqu'un, de repartir avec un souvenir du Queyras un peu, je dirais original, dans le sens où ce sont des photos nocturnes. Effectivement, il y en a pour tous les goûts. Et vous signez vos photos Jeff Gély, pas Jean-François. Non. Alors, je signe Jeff Graphie. Ah, pardon, Jeff Graphie. C'est une sorte de nom d'artiste. Ouais. En fait, j'étais un peu embêté pour la petite histoire. Au début, le nom de domaine, c'était Instant d'émotion. Et quand j'ai voulu déposer la marque à l'INPI, en fait, cette marque-là était déjà déposée. Donc, je me suis dit, c'est quand même cornichon, je vais devoir changer de nom, en fait. Et donc, j'ai fait un mélange entre Jeff et photographie, donc Jeff Graphie. Et puis, ça fait les initiales de Jeff Gély, JFG. Donc, je me suis dit, allez, on va partir là-dessus. Donc, et ce nom-là n'était pas pris, cette marque-là n'était pas déposée. Donc, je suis parti là-dessus. Donc Jeff Graphie. En visitant votre galerie, j'ai découvert plein d'allusions au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je n'y suis pas insensible. Est-ce que ce personnage vous inspire ?
Oui, de par ces messages subtils. Mais bon, c'est assez marrant parce que hier soir justement, je regardais Les Trois Frères et puis à un moment il y a un passage où il raconte, où il y a Didier qui raconte un passage du Petit Prince Oui, et on c'est voit le vrai. personnage qui est très ému en fait. On voit qu'il est très ému Oui, parce qu'il comprend la subtilité du message qu'il vient de dire, et chose que avant il n'avait pas forcément compris. Donc en fait c'est toute cette subtilité là qui à la fois qui peut qui plaît aux adultes qui vont raconter cela aux enfants, puis les enfants qui sont où, en fait ça en fait rêver les enfants, voilà, ces messages là, ce texte là les font rêver en fait, tout en faisant passer un message. Moi je trouve ça vraiment moi je trouve ça vraiment très fort de pouvoir de pouvoir inspirer là-dessus, que l'auteur puisse inspirer là-dessus. oui, comme vous dites, je pense qu'on n'a pas les mêmes inspirations quand on est enfant et quand on est adulte lorsqu'on lit Le Petit Prince. En tout cas, il nous apporte toujours du bien. Nous allons nettoyer notre planète, comme l'écrit Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que lors de vos conférences, vous évoquez ce personnage? Alors c'est assez rare que j'évoque. Par contre, j'ai pas mal parlé de justement les l'arrière-plan, l'arrière-scène des photos en fait, parce que comme j'ai un support physique, donc avec un petit vidéoprojecteur, je parle vraiment pas mal des photos sur ce qu'on voit, la préparation en amont. Et en fait, à chaque fois, je suis un peu comme le petit prince, je mets des petits messages, des messages subtils en fait. Je donne pas de leçon ou quoi que ce soit, mais je donne juste une info et la personne en fait, voilà, l'interprète comme bon lui semble. Voilà, pour essayer d'observer en fait ce genre de photographie avec un œil objectif et non pas subjectif, parce que c'est un domaine, c'est un domaine qui souffre encore un peu qui souffre un peu de montage, etc. Oui. Donc voilà. Vous donnez les clés et puis chacun ouvre les portes qu'il a envie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup Jean-François. C'était passionnant de vous entendre. Nous avons découvert plein de belles choses et ça donne envie de voyager dans les étoiles. Merci, merci aux auditeurs pour votre écoute. Nous nous retrouvons dans 2 semaines et nous partons sur les chemins de la Cumbia. À très bientôt.